Coucou tout le monde, moi c'est Clémentine Molinari, Molinari Bosom sur le forum, et je suis une de vos tutrices à Nager avec Jules, Héloïse et Lucas. Pour la Nager, on s'est répartis les cours chacun, et en gros moi j'ai les cours de Membrinf, Membsup et Tégument. Tégument c'est un petit cours dont vous vous soucierez plus tard. Pour l'instant, à la suite, on va voir donc Membrinf et Membsup. C'est des cours qui sont assez gros, ils sont très denses, ça va faire beaucoup d'infos, les vidéos font 40 minutes, vous en faites pas, ça va petit à petit, c'est déjà bien de l'aborder comme ça en vidéo. N'hésitez pas à mettre sur pause aussi, j'ai fait des diapos assez complètes pour que si jamais vous perdez le fil, vous puissiez les retrouver avec les diapos. Donc n'hésitez pas à regarder les diapos, mettre sur pause et à aller voir les fiches qui vont sortir dans pas longtemps normalement aussi après les vidéos. Histoire de, pas de si vous avez besoin d'une info en fait, c'est d'avoir toutes les infos, tout est disponible en tout cas. Et d'essayer d'avoir, de retenir de façon la plus complète ce cours qui en vrai est dense mais qui tombe souvent et qui est plus facile quand on le répète. Voilà. Donc on va commencer. Ok, donc pour le sommaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se répartir en gros le cours en trois parties. Une partie sur le squelette, donc squelette du membre inf, articulation, les articulations de différentes parties du squelette qu'on aura vu juste avant, et anatomie de profondeur et de surface, donc ça va être muscles et vascule. Rien de plus à dire là-dessus, vous allez voir au fur et à mesure. Ok, donc pour l'intro, ce qu'on retient, c'est que la fonction du membre inf, c'est de porter le corps, de mener la déambulation et la locomotion. Donc ça, pareil, en gros, c'est se tenir debout et marcher. Se tenir debout, on appelle ça la position érigée, et on dit que c'est une position qui est économique, c'est-à-dire qu'on peut la tenir longtemps. Au niveau des articulations, on va retenir qu'elles sont stables et rigides. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se luxe plus l'épaule que la hanche, parce que la hanche, elle a un rôle de stabilité. Cette stabilité, elle va aussi avec beaucoup de contraintes articulaires. C'est normal, on porte le corps. De ce fait, on a beaucoup d'arthrose sur le membre inf. Et enfin, on retient qu'on appelle le membre inf aussi membre pelvien, et qu'il est composé de deux os coxaux, du sacrum, du fémur et de la fibula. Voilà, c'est tout ce qu'on retient pour l'intro. Ok, donc là, on s'attaque au squelette et on commence par le squelette de l'os coxal. Donc pour ça, on va voir que le bassin, c'est deux os coxaux et le sacrum. Ils sont reliés par articulation sacro-iliaque et symphyse pubienne. En gros, pour comprendre un peu tout ça, on regarde l'origine embryologique de l'os coxal, où donc on a la réunion de l'ilion, l'ischion et le pubis, et ils sont fusionnés au niveau de l'acétabulum, qui est en gros la surface articulaire de l'os coxal. Et on dit du coup qu'il a un aspect d'hélice d'avion. En gros, ici on a l'ilium, ici pubis, ici ischion. Donc quand on parle d'articulation sacro-iliaque, c'est logique, ici on a sacrum et ici on a l'ilium de l'os coxal. Et quand on parle de la symphyse pubienne, c'est du coup entre les deux pubis, c'est logique aussi. Quand on parle d'aspect d'hélice d'avion, c'est parce qu'on estime que là on a une hélice, là on a une hélice, et là on a une autre hélice. C'est un peu tout ce qu'il y a à savoir, c'est une comparaison. Souvent en anatomie, on fait des comparaisons avec des objets un peu random. Apprenez-le, ça peut tomber à l'examen. Donc voilà, en vrai c'est assez intuitif. On va passer à la suite. Ok, donc là on va voir la vue exopelvienne, c'est-à-dire latérale de l'os coxal. En gros, on se place en dehors de l'os coxal et on regarde donc d'un point de vue extérieur l'os coxal. Déjà, la crête iliaque, c'est ce qui est palpable sous la peau quand vous touchez au niveau de vos hanches. Elle se projette en L4, L5. Ça, c'est important pour les fonctions lombaires, du coup, pour voir où on se situe au niveau de la colonne. En avant, donc maintenant vraiment sur l'os coxal, on a, donc vous allez voir, c'est assez logique, épiniliaque antéro-supérieur, épiniliaque antéro-inférieur et échancrure interépineuse antérieure. Donc tout est dans le nom. Antéro-supérieur, antéro-inférieur, donc on est en avant, supérieur et inférieur, et entre les deux, on a une échancrure interépineuse. En avant, on a toujours la branche iliopubienne, donc ça fait un peu référence à ce qu'on a vu juste avant, la liaison entre l'ilium et le pubis. Ensuite, en arrière, on a épiniliaque postéro-supérieur, épiniliaque postéro-inférieur et échancrure interépineuse postérieure. C'est pareil qu'en avant, mais du coup en postérieur, d'ailleurs postéro-supérieur, postéro-inférieur. Donc on a deux épines avec, entre les deux, une échancrure. Ensuite, on a donc la grande échancrure sciatique, l'épine sciatique et la petite échancrure sciatique. Je viens de voir que dans la liste, il n'y avait pas l'épine. L'épine, elle est notée là. Elle est ici, avec au-dessus, grande incision sciatique ou grande échancrure sciatique, c'est pareil. Et en dessous, petite échancrure sciatique. On retient aussi que sciatique et ischiatique, ça veut dire pareil. On le voit ici donc par la suite avec la tubérosité ischiatique, ça vient de ischion, ça veut dire la même chose. Donc du coup, derrière, comme je viens de vous le dire, on a l'ischion et sa tubérosité ischiatique, ici. Et la branche ischiopubienne, pareil, lien entre ischion et pubis. Bon là, ça fait un peu liste de course, mais en gros, c'est tous les éléments qui vont derrière permettre un peu de
d'appréhender l'os coxal en gros. En vue exopelvienne, on peut aussi voir 3 zones. Donc on a la fosse iliaque externe, la surface articulaire de l'acétabulum et le foramen obturé par la membrane obturatrice. Donc la fosse iliaque externe, elle est un peu plus développée dans mes fiches, mais dessus on va avoir en gros 2 lignes glutéales sur lesquelles s'insèrent les muscles glutéaux. Ça va être vraiment là où s'insèrent donc les muscles fessiers. La surface articulaire de l'acétabulum, donc c'est dans le nom, l'acétabulum on voit un peu ici, c'est la surface articulaire avec du coup derrière les os de la jambe. Et le foramen obturé, donc foramen, si vous ne le savez pas, ça veut dire trou. Donc c'est un trou sur lequel il y a une membrane obturatrice, donc qui l'obstrue partiellement. Et ça on le développera un peu plus tard, mais voilà, en gros c'est ce qu'on voit très largement sur une vue exopelvienne quand on sépare en zone. Voilà. Ok, maintenant pour la vue médiale endopelvienne de l'os coxal, du coup c'est depuis l'intérieur, donc on regarde vraiment, on se place dans le bassin et on regarde l'os coxal depuis l'intérieur. On va retrouver un peu les mêmes éléments que tout à l'heure, donc on a crête iliaque, épine iliaque postéro-supérieure, échancrure interépineuse postérieure, épine iliaque postéro-inférieure, épine iliaque antéro-supérieure, échancrure interépineuse antérieure, épine iliaque antéro-inférieure. Là, ce qu'on a cité avant, c'est les épines et les échancrures interépineuses. On a aussi la grande incisure ischiatique, épine ischiatique et petite incisure ischiatique, ça c'est pareil. Par contre, l'élément qui change, c'est la ligne innominée, qui rejoint le pubis en faisant un angle de 4 degrés avec l'horizontale en avant. Et elle va délimiter les zones de l'os coxal et du bassin en général. En gros, cette ligne innominée, c'est une ligne imaginaire. Elle suit un différent tracé, c'est pas une ligne qu'on voit réellement, c'est une ligne imaginaire, elle est tracée pour justement séparer les différentes cavités. Ce qu'on retient juste à propos de ça je vous l'explique un peu plus dans ma fiche, mais là retenez juste que la ligne nominée, elle sépare la fosse iliaque interne qui est au-dessus de la ligne innominée, et donc c'est la cavité abdominopelvienne, et le petit bassin, donc cavité pelvienne, qui est au-dessous de la ligne innominée, où on retrouve foramen obturé, symphyse pubienne, et qui est dans un plan plus profond. En vrai, c'est assez logique. Cavité abdominopelvienne, abdominopelvienne, rapport avec l'abdomen, donc c'est au-dessus. Et alors la cavité pelvienne à proprement parler, en dessous de la ligne nominée, et on y retrouve foramen obturé, symphyse pubienne. Ça, quand on regarde l'anatomie, qu'on visualise, c'est logique. Voilà, on est bon. Pour la vue supérieure du bassin cette fois, on n'a pas grand chose à dire, mis à part qu'on voit donc le pubis, la ligne nominée, donc ligne nominée important, on la voit que en endopelvien ou en supérieur. On le voit pas en exopelvien. L'aileron sacré, donc ici c'est au niveau des vertèbres sacrées, et le promontoire, qui est le bord antérieur du plateau vertébral sacré S1. Ça vous le reverrez dans d'autres cours d'anat qui arriveront après. Voilà, c'est la vue supérieure, pas grand chose à retenir, et puis c'est assez visuel en plus, une fois que vous connaissez l'anatomie du bassin, vous vous doutez de ce que vous voyez en haut, juste important, ligne innominée, visible seulement en endopelvien ou en supérieur. Voilà. On s'attaque maintenant au squelette du fémur, qui est donc l'unique os de la cuisse. On a une tête fémorale ici, qui est donc celle qui va s'articuler avec l'os coxal, dont le diamètre varie entre 46 et 52 mm, et elle forme le 2/3 d'une sphère, c'est important. C'est aussi l'os le plus long du corps humain. Voilà. Ok, donc là, on va voir la vue antérieure du fémur. Bon, je suis désolée, les diapos sont un peu décalés, vous aurez les diapos clean, dispo, avec pas les infos décalées et sans ma tête aussi dessus si jamais il vous manque des infos. Voilà, maintenant que c'est dit, donc en antérieur, on va retrouver d'abord en proximal, c'est-à-dire donc sur le haut, près de nous en fait, proximal, la tête fémorale, le col fémoral et les deux tubérosités, donc petit et grand trochanter. On dit que cette tête, elle doit être alignée au grand trochanter. Voilà, c'est comme ça, genre c'est comme ça physiologiquement. Ce col, on dit que c'est le col anatomique, et il s'agit donc d'un rétrécissement. Aparté sur les cols, donc ce sont des zones de rétrécissement et surtout de faiblesse. Ça on le voit parce que 40% des fractures concernent la région du col anatomique et 60% des fractures la région intertrochantérique ou col chirurgical. Cette partie sur les cols elle est importante, c'est une distinction à bien faire. On a le col anatomique, donc qui est le rétrécissement après la tête, et le col chirurgical entre les deux tubérosités ischiatiques, qui est donc là où on va retrouver le plus de fractures. Maintenant, en distal, on va retrouver deux condyles fémoraux, le médial et le latéral,
qui se réunissent pour s'articuler avec la patella rotule. Donc ici, on va les voir là sur la vue postérieure. Donc ces deux condyles, ça va être un peu deux espèces de bosses qui se réunissent, s'articuler avec la patella à la rotule, qui donc va venir se fixer pardon, au-dessus. En vrai, ça c'est assez logique, vous pouvez même le palper sur votre jambe. Voilà, c'est ce qu'on a à dire sur la vue antérieure du fémur. Ok, donc maintenant pour la vue postérieure, on va donc d'abord retrouver en proximal, donc toujours pareil, col du fémur, petit trochanter qui est plus visible en postérieur qu'en antérieur d'ailleurs, c'est là qu'il est vraiment bien visible, et la face supérieure et latérale du grand trochanter. On a ensuite la ligne intertrochantérique qui est bien plus visible en postérieur aussi, et la fossette digitale ou trochantérique sur la face médiale du grand trochanter. En gros, donc cette fossette, c'est un espèce de petit trou de fossette sur laquelle va s'insérer les muscles pelvitrochantériens. On les revoit après dans la partie musculaire. Et on a aussi la ligne âpre qui est un point d'accroche important pour les muscles de la cuisse. Donc ça, c'est tous les éléments en proximal postérieur. Ensuite, en postérieur distal, on va voir le relief des condyles fémoraux. Donc condyles qu'on a décrit juste avant, c'est l'antérieur. On a une échancrure entre les deux sites articulaires, donc c'est-à-dire condyle et en dessous tibia et fibula, on en reparle après, mais en gros condyle et ce qui est en dessous. Bah, en dessous, entre les deux, on a une échancrure. On appelle cette échancrure l'échancrure intercondylaire. Et c'est elle qui va donner lieu à l'insertion des ligaments croisés, qui vont s'insérer entre autres ici, pareil on en reparle après. On retient que cette échancrure, elle est intercondylaire, c'est dans le nom. Donc on va voir aussi la bifurcation de la ligne âpre en médial et en latéral. Vous le voyez sur le schéma, c'est juste, enfin c'est un fait, on la voit comme ça. Et on aura aussi deux épicondyles, le médial et le latéral, épicondyle, donc bah, c'est encore autour des condyles, en gros ça c'est un peu plus développé dans la fiche, c'est pas bien important. Et on a par contre là important le tubercule des adducteurs. C'est un lieu de passage du pédicule fémoral et initialement, en gros, enfin qui est initialement à la partie antérieure du fémur et qui devient à cet endroit le pédicule poplité postérieur. En gros, le pédicule fémoral, il est à l'avant de la cuisse. Au niveau de ce tubercule des adducteurs, donc sur notre partie distale du fémur, ça va passer en postérieur. Donc ce pédicule qui était fémoral passe en postérieur, devient le pédicule poplité postérieur. Voilà, c'est ce qu'on retient sur le tubercule des adducteurs. On en reparle après aussi pendant la vascu, mais c'est important de bien le visualiser. Ok, donc maintenant on va voir le squelette de la jambe. Le squelette, il est composé de deux os, tibia et fibula. Tibia et fibula. Fibula, je crois qu'on l'appelle aussi péroné, mais bon, retenez fibula, c'est le nom qu'on retient en médecine. Le tibia, il est massif et dans l'axe de la jambe, alors que la fibula, elle est latérale et elle n'a pas d'intérêt fondamental, à part pour les greffes osseuses. Sur une vue antérieure, on va donc d'abord voir les deux condyles tibiaux, j'en ai parlé juste avant, c'est pour faire l'articulation avec les condyles fémoraux, c'est logique. Donc on a le condyle latéral convexe qui s'articule avec le condyle fémoral latéral, c'est logique, on retient juste qu'il est convexe. Et en dessous de ce condyle, on a l'articulation avec la tête de la fibula, par l'articulation tibio-fibulaire supérieure. Donc en gros, ça va venir s'articuler ici, comme ça, ici. Et ensuite, on a le condyle médial qui lui est concave et qui s'articule avec le condyle fémoral médial. En vrai, assez logique. On retient aussi qu'on a la tubérosité tibiale antérieure. C'est le lieu d'insertion du ligament rotulien, ça on le développe plus sur la partie, du coup, sur la rotule. Voilà. Ok, maintenant, en vue supérieure, donc on va voir les condyles tibiaux et les tubercules intercondylaires médial latéral, ici, voilà, c'est ce qu'on voit en vue supérieure. Et en vue postérieure, on va voir le site d'articulation tibio-fibulaire supérieur, celui dont on a parlé tout à l'heure, et une ligne d'insertion pour les muscles solaires. On reparle de ce muscle après, mais voilà, on a cette ligne d'insertion qui permet à ce muscle de s'insérer, du coup. Donc tout ça, c'était en supérieur. Maintenant, sur l'extrémité inférieure, on va juste noter qu'on a l'articulation tibio-fibulaire inférieure qui participe à l'articulation de la cheville, assez logique. Le pilon tibial, la malléole latérale et la malléole médiale. La malléole latérale, elle est sur la fibula, et la malléole médiale, elle est sur le tibia. Malléole, c'est juste comme ça qu'on appelle, bah voilà, ce qu'il y a ici, c'est en gros les parties latérales au niveau de la cheville. Voilà. Maintenant, je vous ai dit qu'on allait faire une partie sur la rotule. La rotule, c'est la patella. Donc c'est comme ça qu'on appelle la rotule. Prenez l'habitude de dire patella plutôt que rotule, même si c'est comme ça que vous la connaissez peut-être. C'est le nom qu'on utilise, enfin c'est lui. Donc on dit que c'est un os sésamoïde constant.
Il est toujours là, en gros, constant. Il est limité en arrière par le fémur et au-dessus par le muscle quadriceptal. Oui. C'est un élément essentiel de l'appareil extenseur du genou. Donc ça, vous allez le comprendre en comprenant du coup le truc que j'ai dit sur le muscle quadriceptal. En gros, donc notre quadriceps, il a 4 chefs et ils vont se réunir en un tendon quadriceptal sur le bord supérieur de la rotule. Ce tendon, il se prolonge en ligament rotulien et c'est lui qui vient s'insérer sur la tubérosité tibiale antérieure. Donc quand ce quadriceps, on va le contracter, il va tracter la patella qui elle-même va tracter le tibia. Ça nous permet du coup de faire nos mouvements du genou. Donc cette patella et le quadriceps qui y participe. Voilà, en gros, ce que à savoir, retenez bien du coup la partie donc limitée en arrière par le fémur, au-dessus par le muscle quadriceptal. Ce muscle aux 4 chefs qui se réunissent en un tendon quadriceptal sur le bord supérieur de la rotule. Puis deviennent le ligament rotulien qui lui s'insère sur la tubérosité tibiale antérieure. Et ensuite, on retient aussi qu'on a des ailerons rotuliens qui servent à la stabilité. Et aussi que le genou est palpable en sous-cutané. Donc on palpe fémur, patella et tibia. Voilà. Ok, donc maintenant pour le squelette du pied. On peut séparer le squelette du pied en deux parties, tarse et métatarse. Le tarse, on va avoir le tarse postérieur avec talus et calcaneus, c'est ceux qui sont en vert à chaque fois, et le tarse antérieur avec naviculaire, cuboïde et les 3 cunéiformes. Là, en vrai, juste à l'apprendre. Le tarse postérieur, celui qui reçoit l'axe jambier par l'intermédiaire du tibia. Donc vous pouvez appeler le pilon tibial là, qui transmet l'axe jambier. Ben voilà, il passe par le tarse postérieur. Ok. Et du coup, le métatarse, c'est vraiment pas les parties sur lesquelles le prof insiste le plus, en tout cas sur ce qu'on va pour l'instant. Donc retenez qu'ils sont un nombre de 5 os et que derrière ils se prolongent par les phalanges. En gros, ça va être vos doigts de pied quoi. Et le premier, ça peut être important, il s'appelle l'allux. Donc le gros orteil s'appelle l'allux dans un langage médical. Voilà. Donc maintenant, on va voir les articulations du membre inférieur. Je suis désolée, le diapo est encore décalé, et puis tant qu'on y est, je suis un peu désolée, j'ai plein de tics de langage, je dis voilà 200 fois, je vais sûrement continuer, donc bon, tant pis. Donc, pour les articulations, avant de commencer, il faut bien faire la distinction entre articulation synoviale diarthrose et articulation sarcose. Donc les synoviales diarthrose, elles sont mobiles, elles ont des ligaments, et les ligaments qui sont reliés, on va dire, entre eux par une capsule articulaire, qui elle-même délimite du coup une cavité articulaire. Et dedans, on a enfin sur les os, on a du cartilage hyalin, et dedans de la synovie, sécrétée par les membranes. Donc tout ça, c'est l'articulation synoviale diarthrose, c'est l'articulation classique comme on l'entend. Et on a les articulations sarcoses qui elles sont non cartilagineuses, donc on va le voir, des fois c'est plus des bourses séreuses, des fois c'est par le biais de muscles, enfin c'est des articulations un peu moins conventionnelles. Faut bien savoir un peu lesquelles sont quoi, généralement c'est des synoviales, donc sachez-le quand on a des sarcoses parce que c'est pas les plus courantes. Ok. Ok, donc maintenant sur l'articulation sacro-iliaque, donc on en a parlé tout à l'heure, entre sacrum et os coxal, et donc l'ilium de l'os coxal. On a 3 ligaments importants qui relient le sacrum à l'os coxal. On a le ligament sacro-épineux qui se dirige vers l'avant, le ligament sacro-tubéreux qui se dirige en arrière et vers le bas, et le ligament iliaque antérieur. Ces 3-là, vous me les apprenez et on retient comment ils se dirigent. Vous le reverrez aussi en petit bassin, ça tombe, et c'est un peu important. Donc retenez bien, sacro-épineux en avant, sacro-tubéreux en arrière vers le bas, et sacro-iliaque antérieur. L'articulation sacro-iliaque, on dit qu'elle est plane, peu mobile, et maintenue par les ligaments sacro-iliaques antérieurs. Peu mobile, c'est physiologique, c'est-à-dire que quand elle est mobile, c'est douloureux. Donc on retient bien, donc plane, peu mobile, c'est normal. Et maintenue par les ligaments sacro-iliaques antérieurs. En avant, on a parlé tout à l'heure, on a la symphyse pubienne entre du coup les deux pubis. C'est l'articulation fibro-cartilagineuse. Elle est peu mobile et entre les deux os coxaux, le pubis des deux os coxaux. En vrai, retenez-le. Et on note la membrane obturatrice qui laisse passer le pédicule obturateur. Je vous l'expliquais tout à l'heure, on a le foramen obturé ici, donc c'est trou obturé par la membrane obturatrice. Et elle laisse quand même passer un pédicule obturateur. Voilà, tout est dans le nom et retenez-le. Donc maintenant au niveau de l'articulation coxo-fémorale. Donc c'est une articulation sphéroïde, elle a 3 degrés de liberté. Degré de liberté, c'est une notion, en gros c'est le nombre de mouvements qui vous est permis par l'articulation.
Dans les fiches, il y a un peu un récap avec toutes les articulations et tous les degrés de liberté. N'hésitez pas à aller les regarder, ça vous permet de mieux les appréhender. Donc, elle a 3 degrés de liberté, c'est le cas pour toutes les sphéroïdes. Elle a une grande congruence parce que la tête fémorale forme le 2/3 d'une sphère. On imagine qu'il y a un trou et un rond qui rentrent dedans, c'est congruent, c'est-à-dire que la forme épouse bien. D'autant plus qu'on a aussi un labrum. Ce labrum, donc en fait, il sert à augmenter la congruence entre tête fémorale et cavité cotyloïde parce qu'il rend la cavité en fait encore plus creuse, histoire de, enfin, imaginez ce truc qui se rajoute là, permet de faire vraiment une forme creuse pour que la tête fémorale rentre parfaitement. Donc cette cavité cotyloïde qui est plus creuse grâce au labrum, elle est composée de 2 éléments, surface articulaire semi-lunaire en périphérie, le labrum acétabulaire, et une cavité acétabulaire non cartilagineuse au centre. Voilà. On retient aussi qu'on a des ligaments qui renforcent la capsule. Les ligaments coxo-fémoraux, ilio-fémoraux et ischio-fémoraux. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'une luxation de la hanche, c'est très rare. Parce qu'on a une grande congruence, des masses musculaires importantes et des gros ligaments qui stabilisent l'articulation. Donc ça, c'est au niveau de la luxation. On a aussi un ligament de la tête fémorale qui contient une grande partie des pédicules qui vascularisent la tête fémorale. Donc ça nous dit quoi en termes de clinique? C'est que si on a une luxation de la hanche, il y a un risque de nécrose de la tête, puisque du coup ça veut dire que, vous vous souvenez au-dessus, on aura déchiré donc tous les ligaments qui tiennent la tête, dont le ligament de la tête fémorale, donc potentiellement déchirer les pédicules qui vascularisent la tête, donc risque de nécrose de la tête. Voilà. Super. Donc maintenant un peu plus sur la patho qu'on a abordée avant. La capsule qui renferme l'articulation, elle va jusqu'au col fémoral anatomique. Ça veut dire que les fractures du col, elles sont dites intracapsulaires et les fractures pertrocantériennes sont dites extracapsulaires. C'est logique, quand on est au niveau du col anatomique, on est dans la capsule intracapsulaire. Quand on est pertrocantérienne, et que on est donc sur une fracture du col chirurgical, on est extracapsulaire. Les fractures, elles sont très courantes, on entend parler souvent de fractures du col du fémur, bah voilà, c'est courant. Les fractures de la diaphyse, donc du fémur, elles provoquent une impotence fonctionnelle totale, c'est-à-dire que vu que c'est le seul os qui est quand même assez gros, si on le fracture, on ne peut plus marcher, c'est ça que ça veut dire en gros. Et l'arthrose est très courante, c'est logique, c'est quand même une articulation qui supporte tout le poids du corps, et on parle de coxarthrose. Voilà. Donc maintenant pour l'articulation du genou, on a 3 articulations, fémoro-tibiale, latérale et médiale, et fémoro-patellaire. Fémoro-tibiale, c'est une ellipsoïde, et fémoro-patellaire, c'est une gingive. Encore une fois, je vous réfère à tous les types d'articulations. Les condyles tibiaux, ils sont légèrement incurvés. Or, le fémur est beaucoup plus arrondi. Donc, un peu dans la même idée qu'avant avec le labrum, ici on a aussi des trucs qui permettent d'augmenter la congruence, et ici ces trucs, c'est les ménisques. Donc voilà, c'est ce qu'on dit, incongruence entre les deux surfaces. Au niveau des condyles tibiaux, on a des morceaux de cartilage qui permettent d'augmenter la congruence, les ménisques, c'est important. Donc les ménisques, c'est des fibrocartilages d'interface. Ils ont une forme de demi-lune. Le ménisque latéral externe, il a une forme de O, et le ménisque médial interne, il a une forme de C. Le ménisque il est triangulaire à la coupe, c'est-à-dire qu'on le coupe comme un saucisson, on en ressort un triangle. Ensuite, ils sont recouverts de cartilage sur les parties supérieures et inférieures, et ils sont liés à la capsule articulaire sur les faces latérales. En gros, là, ce qu'on retient, c'est que du coup, latéral, c'est non dit, mais on a tendance à penser qu'il n'y a pas de cartilage, puisque c'est collé à la capsule. Mais bon, ça, le prof le dit pas, donc vous embêtez pas avec ça. Et les cornes désignent les extrémités avant et arrière des ménisques, c'est-à-dire le bout des demi-lunes. Ok, donc maintenant, au niveau de l'environnement ligamentaire du genou. Ça, c'est un peu... Enfin, tout le monde le sait, il y a beaucoup de ligaments au niveau du genou, on en parle beaucoup. Donc, au niveau de ces ligaments, on a les ligaments collatéraux, les ligaments croisés et les ligaments postérieurs. Les ligaments collatéraux, ils sont donc sur les parties, vraiment les côtés du genou, et ils sont croisés entre eux. On a le collatéral latéral, qui va du fémur à la tête fibulaire, donc vers l'arrière, et le collatéral médial, qui va du fémur au condyle médial tibial, c'est-à-dire vers l'avant. Ils sont également croisés par rapport aux 2 ligaments du pivot central, c'est-à-dire les ligaments croisés. C'est-à-dire qu'ils sont croisés entre eux et croisés par rapport aux ligaments croisés. Les ligaments croisés, ils sont visibles en flexion. Le ligament croisé antérieur, il s'insère sur la surface intercondylaire antérieure, on en a parlé tout à l'heure, vous savez, sur une vue postérieure du
du fémur, on voit une surface intercondylaire, bah voilà, c'est celle-là. Donc le ligament croisé antérieur s'insère sur la surface intercondylaire antérieure et à la face médiale du condyle latéral fémoral. Ça faut bien développer, tout, essayer de bien visualiser, de ne pas prendre les phrases par cœur. Donc surface intercondylaire antérieure à la face médiale du condyle latéral fémoral. Et le ligament croisé postérieur s'insère sur la surface intercondylaire postérieure et en avant sur la partie latérale du condyle médial fémoral. Vous pouvez le voir en vrai sur les schémas. Il y en a d'autres sur ma fiche aussi pour bien visualiser. Leur rôle, c'est de tenir le fémur par rapport au tibia, c'est-à-dire qu'il n'y en ait ni l'un ni l'autre qui s'avance ou qui recule. Ils sont à la fois, alors c'est un peu contradictoire, mais très mobiles et très stables, dans le sens où ils permettent quand même le mouvement du genou, tout en maintenant la stabilité des structures. D'ailleurs, on dit qu'ils sont, on dit pas qu'ils sont, on voit qu'ils sont plus stables en extension et instables en flexion. C'est normal, on les voit en flexion, on imagine bien qu'ils sont plus relâchés en flexion. Et ensuite, les ligaments postérieurs, on retient juste qu'ils renforcent la capsule articulaire en postérieur. C'est bon. Bon, maintenant, une petite partie sur la capsule articulaire. On dit qu'elle est au plus près du cartilage, juste en dessous des ligaments. Et attention, on fait l'exception. Sur les ligaments croisés, ça on le retient, ça tombe. Les ligaments croisés sont intra-articulaires, capsulaires, mais extra-synoviaux. Vous l'apprenez tel quel. On développe vraiment genre vachement plus tard ce que ça veut dire plus précisément. Genre là, il le voit en troisième année. Pour l'instant, vous vous en foutez, vous apprenez la phrase. Les ligaments croisés sont intra-articulaires capsulaires, mais extra-synoviaux. Ok. Ensuite, en postérieur, la capsule, elle est plus visible. On a des renforcements capsulaires qui sont doublés par les ligaments postérieurs. Et ces renforcements, ils augmentent la stabilité en extension. Donc ça, c'est en postérieur. En antérieur, la capsule, elle est relativement lâche et fine au niveau des ligaments collatéraux. Ok, voilà tout ce que vous avez à savoir sur la capsule articulaire. Donc maintenant, au niveau des pathos, on en a déjà parlé un peu avant, on va le revoir maintenant. Quand le genou dépasse l'alignement de la jambe, c'est-à-dire qu'on a un genou qui est pas dans le... Enfin, vous imaginez la jambe droite, le genou n'est pas dans l'angle de la dans l'axe de la jambe. On parle de genou récurvatum, ou alors ça peut être dans le cas d'un arrachement de la capsule postérieure. Et donc c'est l'instabilité qu'il faut réparer. Le genou récurvatum, c'est génétique, je sais pas de conneries, enfin c'est une patho mais qui est constante, on va dire. Genre, c'est pas un truc qui est causé par un traumatisme comme l'arrachement de la capsule postérieure. Ensuite, l'arthrose. Pour le genou, on parle de gonarthrose. Elle peut être fémoro-tibiale, interne, externe ou fémoro-patellaire. Dans ce cas-là, on va faire un remplacement prothétique avec une prothèse dite tricompartimentale pour reprendre le rôle du ménisque et de la surface articulaire qui est morte, en gros. Pour les fractures, on peut avoir des fractures des trois os. Fracture de la patella, on a une rupture de l'appareil extenseur et c'est une opération obligatoire. Je vous l'ai expliqué avant, le rôle de la patella pour le mouvement de la jambe est essentiel, donc si c'est cassé, il faut absolument le réparer. Ensuite, les fractures fémorales, donc elles sont de grosse intensité et tibiales, donc là on parle de fractures métaphysaires du col ou de la surface articulaire. Après ça c'est parce que la logique ça peut être à différents endroits, il faut bien penser à bien nommer les différents endroits de fracture, c'est-à-dire que c'est la métaphyse, la fracture métaphysaire. On sépare les fractures selon leur atteinte articulaire ou non. Ça, c'est important pour l'arthrose, c'est-à-dire que si on a une fracture sur une surface articulaire et que derrière ça se consolide mal, on pourrait avoir une arthrose secondaire à cette fracture. Donc voilà tout ce qu'on a à retenir sur les fractures. On retient bien, toujours pour les fractures fémorales, que c'est grosse intensité, vraiment, c'est un os qui est big. Donc s'il y a une fracture, c'est que c'est un choc violent. Ensuite, pour les pathos ligamentaires, elles sont extra courantes. On entend toujours parler de... Enfin, je veux dire, se faire les croisés, c'est une expression qui est... Enfin, une expression. Une patho qui est giga courante. Donc, on a une déchirure ligamentaire, instabilité du genou, entorse grave. C'est-à-dire que, en gros, une entorse, c'est qu'on a un étirement du ligament. Donc, quand l'étirement va jusqu'à la déchirure, c'est une entorse grave. Ensuite, au niveau de la luxation, le risque principal dans la luxation du genou, c'est la déchirure du pédicule poplité du genou. Donc c'est un pédicule sanguin, et si on se luxe le genou, on risque de le déchirer et d'avoir une hémorragie, et donc risque d'amputation de la jambe. Donc voilà, patho, on retient tout ce qui est patho du dépassement de l'alignement, arthrose, gonarthrose, fracture des trois os avec fracture de grosse intensité fémorale, et les fractures tibiales, bien dénommer les différentes fractures. Pensez aux fractures, aux atteintes articulaires, les pathos ligamentaires, beaucoup ligaments croisés, que c'est beaucoup des entorses graves, et voilà, c'est un peu tout ce qu'on retient sur les pathos.
Donc pour l'articulation de la cheville, il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est entre trois os, fibula, talus et tibia. Donc l'articulation tibio-fibulaire, l'articulation entre la fibula et le talus et l'articulation tibio-talienne. Pour beaucoup, non pardon, donc on a beaucoup de tendons fléchisseurs et extenseurs du pied. Ça permet sa stabilité et sa congruence. Toujours pareil, voilà, on a plusieurs angles qui s'emboîtent entre eux, plus les tendons qui gèrent le tout. C'est stable, c'est congruent la plupart du temps, c'est le cas. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, on développe un peu sur les trois articulations de la cheville. Donc l'articulation tibio-fibulaire. On se rappelle qu'on avait en haut proximal une articulation tibio-fibulaire proximale plane. Donc du coup c'était même plus au niveau du genou. Vous savez, on avait la fibula qui s'intégrait avec le tibia, pardon. Et donc maintenant, en bas distal, on a l'articulation fibreuse tibio-fibulaire inférieure. Et c'est une syndesmose. C'est donc une articulation fibreuse. À retenir, c'est important. Entre les deux os, on a une membrane interosseuse qui réduit la mobilité et relie le tibia et la fibula sur toute leur longueur. Pareil, on retient, c'est texte au court. Ensuite, la fibula, on dit qu'elle augmente la souplesse de la cheville parce que elle apporte un troisième pied, on va dire, à tous ces os. Voilà, juste retenez qu'elle augmente la souplesse. Ensuite, l'articulation de la fibula et du talus. Le talus s'articule avec la face médiale de la fibula, et c'est tout. Ensuite, articulation tibio-talienne. Le talus s'articule avec la face inférieure et médiane du tibia par son dôme astragalien. Donc le dôme astragalien est sur le talus et s'articule avec le tibia par son dôme. On parle aussi du coup de l'articulation astragale, c'était l'ancien nom. Voilà, retenez-le si ça vous chauffe. Ensuite, cette articulation tibio-talienne, c'est elle l'articulation de la cheville au sens propre. C'est-à-dire que c'est vraiment elle au centre de l'articulation. Le principal mouvement de la cheville, c'est flexion-extension, puisque c'est une ginglyme ou trochlée à 1 degré de liberté. Voilà, pareil, ça, on l'apprend. On a aussi des ligaments latéraux, collatéral médial et collatéral latéral. Et le mouvement est modéré vers l'avant et les côtés par une capsule et les ligaments de renforcement. Voilà. Pour les pâteaux de la cheville comme pour le genou, c'est assez intuitif. On va donc parler de fracture des malléoles externes et internes. En vrai, du coup, c'est les parties un peu des os qui ressortent, on conçoit qu'elles se fracturent. Et entorse de la cheville, donc ça c'est giga fréquent. L'entorse, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, étirement ou déchirure ligamentaire à la suite d'une torsion. Donc la cheville, dans ce cas-là, elle se met en varus équin, c'est-à-dire qu'elle se tord. Et on a une déchirure, un saignement qui est visible au niveau de la malléole externe. Donc là, on a un super pied avec, du coup, le saignement visible sur la malléole externe. C'est une douleur qui est reproductible à la palpation de l'espace fibulo-calcanéen. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire pour les pâteaux de la cheville. Donc maintenant on passe à l'anatomie de profondeur avec, donc dans un premier temps, les muscles du membre inférieur. On va commencer par le fessier. Donc le fessier, on a une région glutéale avec les muscles glutéaux, moyen, grand et petit fessier. Ils recouvrent l'ensemble de la fesse. Donc on les voit ici, moyen, grand et petit fessier qui recouvrent, du coup on le voit, toute la fesse. En profondeur, donc quand on récline ces muscles, on va avoir les muscles pelvis-trochantériens qui s'insèrent sur le pelvis et le grand trochanter. Ce que je vous ai dit tout à l'heure en parlant de la fossette trochantérienne. Donc là, vous apprenez juste qu'ils s'insèrent sur le pelvis et le grand trochanter. Nous, l'année dernière, on avait eu beaucoup de rajouts là-dessus. Donc ça peut tomber, d'ailleurs, sachez que j'en ai pas parlé, mais il y a des rajouts en présentiel par rapport aux cours de base que les profs font en vidéo. Ces rajouts, ils seront du coup traités dans des fiches ultérieures, postérieures, au cours présentiel. Donc pour l'instant, on se concentre là-dessus, ça c'est sûr que c'est au programme. Et derrière, il y aura sûrement des rajouts qu'on traitera à nouveau en fiche. Bref, peu importe. Là, du coup, pas de rajout pour l'instant. Les muscles pelvis-trochantériens s'insèrent sur le pelvis et le grand trochanter. Le plus important, c'est le piriforme ou pyramidal. Pour parler un peu des éléments nerveux, on a donc soit de la région lombaire, donc du coup avec les nerfs qui proviennent directement de la région lombaire, soit qui proviennent de l'arrière de la cuisse. Ici, parler des éléments nerveux, c'est important au niveau, quand on parle d'injection intramusculaire. Je m'explique. On a la fesse qui est divisée en 4 zones. Il y a une seule zone qui n'est pas un danger pour les injections intramusculaires et c'est le quart supérieur et externe. Ça, on en reparlera un peu après au niveau de l'environnement nerveux parce qu'on est parti sur l'environnement nerveux. Mais c'est la seule zone safe, en gros, où on ne risque pas de toucher des éléments nerveux. Voilà. Donc maintenant au niveau des éléments musculaires de la cuisse elle est séparée en deux loges postérieures et antérieures.
La loge antérieure, on a deux régions séparées par un muscle sartorius ou couturier. C'est ce muscle-là. Vous voyez là, celui qui fait la grande scissure. Il protège le passage du pédicule fémoral et il va de l'épiniaque antérieur vers la face médiale du tibia. Il croise la face interne de la cuisse et il sépare les éléments latéraux et médiaux. Ça, c'est le muscle sartorius, du coup, qui fait ce grand trait là au milieu de la cuisse et qui sépare du coup les éléments médiaux et les éléments latéraux. Donc, en latéral, on a le quadriceps, muscle à quatre chefs. On répète encore, ces quatre chefs se rejoignent en tendon quadriceptal, puis en ligament rotulien et s'insèrent sur la tubérosité tibiale antérieure. Ça, on l'a revu avec la patella notamment. Donc voilà, ça c'est le quadriceps. En médial, on a des éléments qui forment un triangle. Ici, là, le triangle. Le triangle est à base proximale sur le ligament inguinal. Le ligament inguinal est situé ici. Et du coup, on a les muscles pectinés, adducteurs et gracile interne qui sont dans ce triangle médial, toujours séparés par le muscle sartorius. En postérieur, on a médialement les ischio-jambiers et latéralement les muscles fléchisseurs du genou. Donc maintenant, pour les muscles de la jambe, on a donc trois loges, la loge musculaire antérieure, la loge musculaire latérale et la loge musculaire postérieure. Donc pour la loge musculaire antérieure, on ne dit rien dessus et tant mieux. Pour la loge musculaire latérale, on a les muscles extenseurs des orteils et du pied. Et on a trois pédicules de la jambe lorsqu'on retire ces muscles. Le prof va pas plus loin, donc apprenez ça tel quel. Et pour la grande loge postérieure, on a le volumineux muscle triceps sural qui comprend les muscles solaires. On en a parlé tout à l'heure pour son insertion. Vous savez, il y avait dans la partie osseuse, où il y avait du coup la zone d'insertion du muscle solaire, c'est celui-là. Donc qui est en profondeur, et les deux gastronémiens qui sont en superficie. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour les muscles de la jambe. Maintenant, pour le pied. Ce qu'il y a bien à comprendre pour le pied, c'est quand on parle de région dorsale, on parle du haut du pied, le dessus du pied, et la région plantaire en bas du pied. C'est pas forcément très intuitif parce que généralement c'est pas comme ça qu'on parle du corps, mais voilà. En gros, région dorsale antérieure, c'est ici. Et région plantaire inférieure, c'est du coup le dessous du pied. Enfin là on ne voit pas du coup sur mon schéma, mais voilà. Donc c'est ce qui est noté ici, région dorsale en haut, région plantaire en bas, le dessus est la partie dorsale antérieure et le dessous est la partie plantaire inférieure. Retenez bien ça pour bien comprendre du coup quand on vous parle du pied. Donc en vue antérieure dorsale, on va voir la malléole externe, la malléole interne et au milieu le rétinaculum des extenseurs. Les rétinaculums, globalement, c'est des épaississements fibreux qui engainent les ligaments ou toute chose qui passe à l'intérieur, généralement c'est le ligament. Donc là, ici, on a le rétinaculum des extenseurs qui laisse passer l'ensemble des extenseurs des orteils et du pied. En gros, il joue un peu le rôle de poulie et il permet de relever le pied. Donc si je voulais dessiner, on a donc épaississement fibreux qui engaine les ligaments extenseurs. C'est le rétinaculum des extenseurs, c'est dans le nom. Ensuite, en vue postérieure plantaire, on a donc la face profonde de l'articulation métatarso-phalangienne. Et donc à cette face profonde, on va avoir des os sésamoïdes et des tendons qui terminent les muscles fléchisseurs des orteils. Apprenez tel quel, retenez donc que ces muscles qui terminent par des tendons viennent s'accrocher à des petits os sésamoïdes et c'est comme ça qu'on va venir fléchir les orteils. On retient aussi qu'on a des coussinets qui sont présents sur la plante du pied, qui est donc très épaisse pour amortir au sol. Et voilà. Bon, maintenant on passe à la vascularisation du membre inférieur. Les parties vascularisation et environnement nerveux, c'est des parties qui sont giga importantes parce que vous allez beaucoup les revoir plus tard. Et parce que elles tombent, c'est un peu les parties les plus complexes, les plus intéressantes. Donc essayez de bien les comprendre et de les visualiser. Ici, dans un abord un peu général, on va trouver, quand on parle de vascularisation, le triangle de Scarpa ou le trigone fémoral. Ici, donc, du coup, au niveau de l'aine. C'est une région importante parce qu'on a les trois principaux éléments du pédicule. On a du pédicule, vasculaire nerveux du membre inf. Donc c'est dans le nom, le pédicule vasculaire nerveux du membre inf. On a tout ce qui est vasculaire et nerveux destiné au membre inférieur. Latéralement, on a le nerf fémoral ou crural. Au milieu, on a l'artère fémorale et médialement, on a la veine fémorale qui reçoit ici la grande veine saphène au niveau d'une crosse. Ici, ce qu'on retient, c'est NAV. Nerf, artère, veine. Ça, c'est vraiment votre moyen mémotechnique clé. Et il faut que ce soit vraiment du tac au tac de savoir dans quel ordre ils sont. Parce que ça a une utilité en pratique, notamment pour les anesthésies. On veut endormir le membre inférieur. Donc, on cherche le nerf fémoral. Pour ça, on trouve le pouls fémoral ici. Et on sait qu'en dehors, on a le nerf.
Si on veut remplir le patient directement, donc en intraveineux, rapidement, donc au niveau fémoral, on va trouver le pouls fémoral et on sait qu'en dedans, on a la veine fémorale où on peut injecter ce qu'on a injecté directement. Donc cette connaissance, elle a une implication clinique, sachez-le, le NAV, et voilà, connaître du coup nerf, artère, veine, nerf fémoral, artère fémorale, veine fémorale, dans ce sens-là. Ok, on passe à la suite. Top. Ok, donc maintenant on va voir la vascularisation artérielle. Là, il y a beaucoup d'infos, il faut vraiment les visualiser, prenez les schémas, visualisez, comprenez les divisions artérielles, c'est important, ça tombe, et même vous, pour votre compréhension, c'est vraiment clé. Donc, on a dans un premier temps l'artère fémorale. Elle provient de l'artère iliaque externe. Elle se divise en fémorale profonde et en fémorale superficielle. Cette artère, elle est importante pour le cathétérisme. Le cathétérisme, c'est qu'on va passer à l'intérieur de l'artère pour aller dans l'environnement artériel. Ça peut être pour aller mesurer une pression cardiaque, enfin bref. Dès qu'on veut circuler dans les artères, on va venir passer par généralement l'artère fémorale. Ensuite, l'artère fémorale profonde, elle rejoint le genou pour alimenter le reste du membre inférieur. L'artère fémorale superficielle, elle devient l'artère poplitée et elle va être à la face postérieure du fémur en passant par le hiatus adducteur du genou. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a la fémorale profonde rejoint le genou, la fémorale superficielle passe par le hiatus adducteur. Donc ce petit trou là permet de passer en postérieur et qui va du coup venir devenir l'artère poplitée. Ça c'est important. Plus en profondeur et en intérieur, on a un cercle vasculaire riche mais qui n'est pas le pédicule principal, puisque le pédicule principal est le pédicule poplité. Ensuite, au niveau de la jambe, on a l'artère poplitée qui devient l'artère tibiale antérieure, et l'artère tibiale postérieure qui va, elle, venir rejoindre la malléole interne sur sa face postérieure et médiale. Là, ça fait beaucoup d'infos, visualisez-le avec les schémas, faites des recherches, mais visualisez vraiment tout ce trajet des artères. Ça a une utilité. Et au niveau du pied, l'artère tibiale antérieure donne l'artère pédieuse et passe entre les deux malléoles. En gros, fémorale qui vient de l'artère iliaque externe devient fémorale profonde et fémorale superficielle. Profonde, elle rejoint le genou. Fémorale superficielle, elle devient poplitée. On a aussi un cercle vasculaire riche. La poplitée devient artère tibiale antérieure, puis on a l'artère tibiale postérieure qui contribue aussi à la vascularisation de la jambe pour aller se finir sur la malléole interne. Et au niveau du pied, on a la tibiale antérieure qui donne l'artère pédieuse. Ce qui est important là-dedans, c'est que du coup, on a 4 zones de palpation de pouls, giga important, sur le membre inférieur. On a au niveau de l'aine, donc pour l'artère fémorale, en postérieur du genou, donc en poplité, au niveau du pied sur la tibiale antérieure, et en arrière de la malléole interne, au niveau de l'artère tibiale postérieure. Voilà. Maintenant, pour la vascularisation veineuse, on va avoir en antérieur la veine grande saphène, qui est superficielle, et qui va de l'avant de la malléole interne jusqu'à la face antérieure et médiale de la racine de la cuisse. Ici, elle va venir traverser la lame criblée du fascia et atteindre la veine fémorale, donc avec une crosse, c'est ce qu'on a vu au niveau du NAV, et elle va venir du coup au niveau du réseau profond. Sur cette veine, on a souvent des varices et elle peut être retirée en chirurgie. On retient superficielle et après lame criblée du fascia, c'est un peu les éléments principaux à retenir sur la veine grande saphène. Ensuite, en postérieur, on a la veine petite saphène, qui va de la partie latérale de la jambe, remonte le long de la face postérieure et rejoint la veine poplitée. On a aussi des varices sur cette veine, pareil, ligature chirurgicale. En zone poplitée, on retient bien que l'artère poplitée, c'est l'élément le plus profond et médial, plus profond et médial que les veines du coup. Donc maintenant, on va voir l'innervation et système lymphatique du membre inférieur. Au niveau de l'innervation, on a en antérieur le nerf fémoral qui innerve le quadriceps. Il se divise en 4 branches, donc c'est le nerf qu'on a vu tout à l'heure. Au niveau du NAV, il se divise donc en 4 branches pour les 4 chefs du quadriceps, c'est logique. En postérieur, on a le nerf sciatique. Ce nerf sciatique, il va sortir en dessous du piriforme. C'est du coup cette notion-là dont on parlait tout à l'heure, en gros, je recontextualise. On disait qu'il y avait que la partie latéraux-supérieure des fesses qui pouvaient avoir des injections intramusculaires du fait de l'environnement nerveux. Ça, on le comprend parce que du coup, ce nerf sciatique, il sort en dessous du piriforme. Ça veut dire que tout ce qui est en dessous du piriforme va avoir le nerf sciatique sur le passage, alors qu'au-dessus du piriforme, c'est-à-dire sur l'espace latéraux-supérieur, on n'aura pas de nerf, donc pas de risque sur les injections intramusculaires.
Ça, c'est un peu pointu. Vous le comprenez peut-être mieux avec les fiches, mais voilà, c'est bien d'avoir un premier abord de cette notion. Donc maintenant, à la partie postérieure du genou, on a le nerf sciatique qui se divise en deux, en nerf fibulaire commun et en nerf tibial. Ce nerf fibulaire commun, il se sépare en nerf fibulaire profond et nerf fibulaire superficiel. Le nerf tibial, quant à lui, il ne se sépare pas et a un trajet similaire à l'artère tibiale postérieure. Ça, c'est texte court, apprenez-le, enfin, comprenez ces divisions et tout ça, mais il faut bien les apprendre. Et enfin, pour le système lymphatique, on va avoir du coup des lymphoneux. Ils peuvent, donc en gros c'est lymphoneux, je sais pas si vous avez déjà eu, je pense pas, d'appréhension un peu du système lymphatique, mais globalement quand vous avez une pathologie qui va être cancéreuse ou infectieuse, ces lymphoneux, ils vont se gonfler, et ça va être du coup des adénopathies qui sont palpables. Vous le sentez au niveau des ganglions, par exemple, au niveau de la gorge quand vous êtes malade. Ben voilà, vous pouvez avoir du coup des lymphoneux qui se gonflent quand vous avez une adénopathie. On le recherche notamment au niveau du pli de l'aine, quand on cherche du coup des pathologies lymphoïdes infectieuses du MI et du périnée. Et du coup, ça c'est logique, on vient au niveau de l'aine palper, voir s'il y a des ganglions qui sont pathologiques. Lymphoneux ganglions, c'est pareil. Et comme ça, on peut voir du coup si ça témoigne ou pas de la pathologie. Le reste des éléments subcutanés est dominé par les éléments sensitifs de la face antérieure de la cuisse. Le prof dit ça ne va pas plus loin, donc c'est tout bon. Donc voilà, on en a fini avec cette première fiche. Je sais que c'est long, qu'il y a beaucoup d'infos. Je débite pas mal parce que j'essaye de vous donner un max d'infos. Vous retenez ce que vous pouvez, sachant qu'on approfondira encore les notions importantes en présentiel. Essayez voilà, de bien revoir les fiches derrière, de bien comprendre cette vidéo et d'avoir un maximum de notions en tête pour du coup appréhender les membres le plus facilement possible parce que c'est important, vous le reverrez plus tard, et ça tombe systématiquement à l'examen. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se revoit pour la vidéo du membre supérieur.